Je vous rappelle que c'est à 23h15 que paraîtra la dernière édition du journal. Et puis à 23h35, nous avons rendez-vous du côté de chez Fred. Frédéric Mitterrand a invité ce soir l'écrivain William Burroughs pour son dernier livre, Lettres de Tanger à Allen Ginsberg. C'est à 23h35 du côté de chez Fred. Pour l'instant, il est 22h12 et dans quelques instants, Bernard Rapp au Chorus Café pour Maïté-Lise Rich. Bonne fin de soirée à tous. C'est vrai, j'aime bien prendre de l'avance, dans tout ce que je fais. Mon déodorant aussi, il a une large avance. C'est le déodorant stick large Menen. Vous avez déjà vu un stick aussi large? Il est vraiment fait pour nous les hommes. Un simple geste, et il est très efficace. Et puis ce stick large Menen est sans alcool. Il ne s'évapore pas, et me protège toute la journée. Pour moi, c'est le plus efficace. Déodorant stick large Menen, une large avance pour nous, les hommes. Tropicana. Tellement pur. Tellement frais. Tropicana. Pur jus d'orange de Floride. Numéro vers l'avenir. Numéro vers ailleurs. Numéro vers l'Europe. Alcatel Radio-Téléphone, il y a un avenir au numéro que vous allez demander. Monsieur de Froussac. Monsieur de Froussac, la griffe de l'homme. Chaque jour dans le monde, des millions de lave-vaisselle souffrent d'utiliser des poudres de lavage ordinaires. Aujourd'hui, vous pouvez les aider avec WK Ultra, qui lave la vaisselle, mais aussi l'intérieur du lave-vaisselle en même temps. Car ce n'est pas dans un lave-vaisselle sale que l'on fait une vaisselle propre. WK Ultra, vaisselle et lave-vaisselle, même combat. Visiblement, cette coccinelle a des ennuis. Visiblement, ça ne s'arrange pas. Et après? Cet homme voit à la perfection, visiblement. Il a bénéficié des services Lissac. Lissac, visiblement, c'est mieux. Ciao, ciao, coccinella. La première fois, j'ai pensé, je poserais le piano au milieu et la lumière tout autour. C'était mon premier rapport personnel. Pour acheter de l'ancien, en premier, le crédit foncier. Nouvelle Renault 21, ce n'est pas le même voyage. Quand vous serez en Irlande, chez Anne par exemple, questionnez-la. Elle connaît les parcs les plus admirables. Les meilleurs golfs, les chevaux aux pieds sûrs, les pubs où l'on chante le mieux. Venez en Irlande. L'inattendu vous y attend. N'est-ce pas, Anne? Merci, au revoir. Alors ma puce, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une révolte pour la liberté d'expression des micros. Vous ne nous donnez pas les moyens de nous exprimer. Il leur faut une imprimante laser. Je l'ai toujours dit. Il a raison. T'inquiète pas, ma puce, on va trouver. La nouvelle Xerox 4030, elle est compatible et partageable avec nos micros. Laisse-moi la regarder. Imprimante laser Xerox 4030 pour la liberté d'expression des micros. Antenne 2, avec Vittel, présente la Coupe d'Europe de basket des clubs champions. Jeudi, un grand spectacle sportif sur Antenne 2. En route vers les demi-finales de Saragosse, Limoges reçoit dans sa salle de Beaublanc la prestigieuse équipe de Milan.
Une rencontre bondissante au top niveau du basket européen. Limoges-Milan, un match détonnant, jeudi vers 23 h. Что перестройка не даст ответа. Voilà, c'est à nous. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une agréable soirée sur Antenne 2 pendant près d'une heure, 52 minutes environ. Nous allons tenter de vous informer, ou plutôt de vous désinformer à notre manière, c'est-à-dire de parler autrement, disons, de la télévision, de ce média dans lequel nous nous mouvons. Nous sommes, vous le savez, en direct de l'Opus Café, comme chaque semaine, avec, vous voyez l'Opus Café, là, sur ce superbes images de Jean-François Gaultier, qui est dans son car. Voilà donc l'Opus Café, avec un sommaire très garni ce soir encore, avec beaucoup de reportages, quelques doigts d'information, avec aussi le zapping de Stéphane de Reney, qui est allé outre-Manche voir la télévision anglaise. Oui, Bernard, j'ai zappé pour vous à Londres. Alors, vous le savez, la télévision britannique est un modèle pour toutes les télévisions européennes. C'est ce qu'on dit, oui. Absolument. Et vous allez voir tout de suite un exemple particulièrement représentatif de cette créativité avec un jeu vraiment étonnant. Alors, on regarde ce jeu. Alors, ça s'appelle Countdown, ce qui veut dire décompte. Très original, il y a un présentateur. Mais aussi incroyable, regardez, un monsieur calcule. Et puis, il y a des consonnes, encore des consonnes, et puis des voyelles. Alors évidemment, jamais on ne verrait ça en France, sauf si bien sûr ça s'appelait des chiffres et des lettres. Alors ce qu'il faut dire, parce que moi j'étais à Londres quand ce jeu est arrivé, c'est bien les chiffres et les lettres, c'est bien le jeu d'Armand Jameau, d'ailleurs c'est signé Armand Jameau. C'est un des rares jeux de la télévision française, peut-être le seul, qui a été vendu à l'étranger, qui a même été vendu dans une dizaine de pays. Et le monsieur calcul a moins de moustache que vous. C'était, là j'ai l'impression qu'il a changé, parce que c'était une dame, il y a 3 ou 4 ans, c'était une ravissante jeune femme qui était très très forte en mathématiques. Il faut dire que ce jeu, les Américains ont toujours refusé de l'acheter parce qu'ils trouvent que c'est trop intellectuel pour eux. Alors c'est vous dire... On verra au cours des semaines prochaines qu'il y a beaucoup d'autres jeux très intéressants. Et je tiens à dire quand même que tout à l'heure, je montrerai des séquences de télévision britannique un peu plus créatives. Alors, il y a Mastermind, il y a Blockbuster, il y a de très très bonnes choses. On commence tout de suite avec l'actualité, avec l'un de ces reportages minimum, bout de bois, sans rien, sans argent, presque sans caméra, dont les gondolos ont le secret. Et là, c'est vraiment l'actualité, puisque c'est toute la vérité sur la destruction ou non de l'usine chimique de Rapta en Libye. Voilà une enquête. D'après les photos du satellite français Spot, l'usine libyenne de Rapta n'aurait subi aucun dommage majeur lors de l'incendie du 14 mars. Le département d'État américain, quant à lui, est formel. L'usine a été partiellement détruite. Quant aux Libyens, ils continuent d'affirmer qu'il ne s'agit que d'une usine de produits pharmaceutiques, comme le prouve ce document vidéo. Oh, pardon. Rien ne peut remplacer vraiment une bonne enquête sur le terrain. Merci les gondolos qui sont dans cette salle aujourd'hui. Alors, tout de suite, premier reportage avec Leslie. Voilà, avec Leslie qui est allée chercher une télévision à laquelle on ne pense pas d'habitude, une télévision qui est quotidienne. Vous savez qu'il y a 2 filles dans cette émission, oui, mais il y a celle-là et à l'autre. Voilà, oui. donc quand vous regardez le travelot, c'est moi. Oui, alors on parlait de télévision minimum. Vous êtes embêtés là, je sens que vous êtes embêtés. pour vous. Ouais. Oui, moi aussi je suis un peu ennuyée. Mais c'est irrattrapable. Oui, il y a une autre forme de télévision minimum comme les gondolos. C'est, vous savez, ce principe quand on passe dans la rue devant un magasin de télé et qu'ils ont eu l'idée intelligente de mettre des caméscopes sur la rue, branchés sur la rue. Qui regardent la vitrine. Ouais. Voilà, qui regardent les gens qui passent dans la rue. Ce qui fait que quand on passe dans la rue, finalement, on passe à la télé.
Ce qui est tout à fait charmant, parce que je suis sûre que même vous, avec toute votre fraîcheur, vous passez devant un magasin Mais tous les comme matins, ça. je passe et je repasse devant, ouais. Et c'est vrai que de se voir dans le poste, là, j'ai pas vraiment le droit. Là, je me regarde, mais j'ai pas le droit Comment vous normalement trouvez, là de me regarder Franchement, dans un écran comment de vous contrôle. J'ai pas mes lunettes, donc je me vois mal, donc c'est aussi bien. Donc normalement, on n'a pas le droit de faire ça, de se regarder dans un écran de contrôle. Tandis que quand on passe dans la rue, on en connaît qu'ils font. Hein. oui, enfin, on évite en général. Quand on passe dans la rue devant un poste de télé, on peut faire l'idiote, on peut se faire des grimaces, on peut rester très longtemps, parce que là, l'émission, il n'y a pas d'audimat au bout, donc on s'en fout. Même si c'est très ennuyeux, on peut rester 4 heures devant. Et là, tous les gens qui passent devant retrouvent cette naïveté de môme, quoi. On est dans le poste et on est tout content. On a beau tous avoir des trucs vidéo maintenant, c'est vrai qu'on retrouve cette fraîcheur en passant devant. Alors j'ai joué à ça. Voilà, donc c'était dans une caméra, dans une vitrine, etc. 6h30 du soir sur un trottoir. J'ai ma tête dans la télé en couleur sans avoir préparé quoi que ce soit. J'ai rien à dire, rien à vendre, mais pas le trac. Pour faire partie de l'émission, faut juste passer devant la vitrine. Coucou! Pas la peine d'aller chez le coiffeur, c'est pour rire. La caméra tourne à vide. Enfin, ce jour-là, on avait juste glissé une petite cassette pour vous voir, vous regarder, passer à la télé. Rachid, fils de con. Je passe à la télé, moi. Et à moi, et à la télé, con, bah, on se pas une caméra de film. Mais si, c'est vous, et c'est pas la peine de vous regarder sur ce ton. Comment ça, y a rien à la télé? Y a vous, c'est déjà pas mal, non? Voilà, vous avez fait votre boulot de passant, la cassette a fait son boulot de cassette, et le balayeur a encore du travail. Alors soyez gentils, éteignez, laissez-le bosser. Alors attention, ça peut vous arriver à tous les coins de rue. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la vraie dernière télé magique où tout peut arriver, rien n'est prévu là. Rien n'est prévu. Puis en même temps, bon, ce jour-là, bizarrement, les gens étaient assez conventionnels. Bon, il y en a qui se font un baiser. Il y a un avec... joli baiser dans le coin, voilà, ouais, face à la télé d'ailleurs. Avec la langue, j'ai vérifié. Ouais. Mais sans ça, il y a des petites grimaces. Enfin, il n'y a rien de. Moi, je rêvais qu'un fou ouvre sa braguette et nous montre son oiseau, mais on n'a pas eu le droit à ça. Mais, des choses plus délirantes. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est drôlement bien tourné. Les gens se mettent exactement à la bonne place. Ils se cadrent très bien. Oui, ce qu'il y a, c'est que comme les gens, ils ne devinent pas qu'il y a une cassette dedans, c'est vrai qu'ils ont une façon de se cadrer plus personnelle à la limite que n'importe qui. Ils ont une façon de s'approcher du poste ou de se décadrer du poste qui est marrante. C'est une sorte de miroir animé finalement, c'est très joli. Ça reproduit ça. Sauf que Leslie a mis une cassette dedans, et donc ça fait que par rapport au miroir qu'il y avait avant, ça fait cette télé, ça fait comme un miroir qui aurait de la mémoire. On peut regarder, tout, alors que d'habitude, les miroirs oublient tout au fur et à mesure qu'ils voient les choses. Alors justement, à propos de télé-miroir, on a reçu ce matin une cassette de Patrick Bouchittet. Vous savez, Patrick Bouchittet, on vous a présenté un reportage sur lui, vous le connaissez, vous l'avez vu chez Drucker, souvent sur Antenne 2. C'est ce comédien, réalisateur, il a eu le César du court-métrage, le dernier, et qui a vraiment créé un genre en faisant parler les animaux, en leur donnant des expressions d'hommes, en trouvant un langage qui convient parfaitement à l'animation. C'est un petit peu un doublage fou, extrêmement bien fait, tout à fait superbe et souvent très émouvant. Alors il n'est pas content parce qu'il a remarqué que depuis quelques semaines, sur la première chaîne, Stéphane Collaro fait à peu près la même chose à 8h moins 5, juste avant le journal, mais il dit c'est plutôt moins bien que moi, et puis en plus il m'a pompé l'idée. Alors, il a pompé, je ne sais pas si on a pompé l'idée, mais ce qui est marrant, c'est que ce matin, Bouchittet nous a envoyé une cassette en disant « Voilà ma réponse, moi je ne suis pas d'accord. » Et regardez, polémique par animaux interposés, c'est absolument extraordinaire. Des animaux. Bonjour mesdames, qu'est-ce qu'il a fait Stéphane Collaro? Il a copié sur son voisin, il a copié. Il a complètement pompé.
Comme c'est un mauvais élève, eh ben, évidemment, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est un scandale. Un scandale, on peut le dire. Oui, mais lui, il dit que vous avez pompé les Américains. Bah, qui vient de me le dire. Je lui file un pain. C'est vraiment dégueulasse parce que c'est une pâte copie, un plat Mais oui, c'est une honte, franchement. Je vais te dire, il mériterait la fessée. Mais oui, une bonne fessée. Cul nu. Ah ouais, cul nu, ouais. Ça fait de la peine. Je suis sensible, moi. Non, écoutez, il faut quand même pas dramatiser. Non, il dit, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a... Et alors ? Oui, qu'il a beaucoup travaillé, qu'il écrit des scénarios, que c'est un gros travail, qu'il vous a beaucoup observé. C'est vrai, c'est vraiment... Pardon ? Je dis mon cul parce que vraiment, il faudrait... Copieur. Faudrait arrêter de se foutre de notre gueule, François. Il y a de l'abus. Hein. Mais putain de bordel, on a une âme, non ? Nous, c'est pas vrai ? Mais il s'en fout, lui, hein. Il s'en tape complètement, tu vois. Mais c'est un enfoiré. Ça me fout en verre, ça m'énerve, ce truc-là. Calme-toi. Il l'emportera pas au paradis, c'est lui qui a l'air d'un con. Le taré, là, oui. Et les mecs, si on se marrait un peu... on s'en fout. Bouchité, lui, nous fait rire. Alors, le reste, là... Il a la raison, il faut danser à se remuer. On est jeune, nom de Dieu, dansons. Allez, hop, là, dansons. Toi... C'est donc la réponse de Bouchité à sa manière, avec beaucoup de talent. Je crois qu'il a envoyé la cassette dans toutes les rédactions. Nous, on l'a passée tout de suite parce qu'on voulait que vous la voyiez. Puis on pense quand même que dans le genre, c'est vraiment de très loin le meilleur. Je crois qu'on est d'accord. Ah, c'est très bien, ça. Ouais. Moi, je crois malheureusement que Bouchité sera de plus en plus imité parce que les gens ont tellement peur de prendre la parole qu'ils se planqueront de plus en plus derrière des animaux. C'est tellement commode. Mais déjà, l'idée de répondre avec les animaux, c'est une belle idée. Ah, c'est formidable. C'est sûr que s'il avait répondu face caméra, comme ça aurait fait revanchard et tout. Tandis que là, c'est drôle. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je vois un sujet de Patrick Bouchité, je pense à cette série de la fin des années 50 aux États-Unis qui s'appelait Mr. Head. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un cheval qui parlait. C'était assez extraordinaire. Et ça s'est passé en France au début des années 60, quand nous étions tout petits, Bernard, et ça n'a jamais été rediffusé depuis. Donc peut-être une idée pour ces directeurs de programme qui rediffusent de mauvaises vieilles séries, rediffusez-nous Le Cheval qui parle, Monsieur Head. Monsieur Head. Alors pendant que vous y êtes, tiens, on parle de l'étranger. Là, on retourne en Grande-Bretagne. En Angleterre avec un autre zapping. Là, on est sérieux un moment. Avec une drôle d'émission. C'est une drôle d'émission, c'est une émission complètement adaptée à la mentalité britannique. Mais je vous en dis pas plus, ça passe une semaine par an, tous les soirs, pendant 5 minutes. Campagne. On en parlera après, il faut vraiment regarder et en parler après. C'est une émission qui paraît inconcevable en France. Elle présente des enfants à adopter. Son titre, Trouver une famille. Aujourd'hui, il faut adopter ces 2 enfants. Ce sont les enfants du jeudi. On vous les présente sous toutes les coutures, avec une interview de leur mère nourricière. Dans cette émission, on ne peut adopter que des enfants qui ont au moins 5 ou 6 ans. Les demandes sont nombreuses, et à la fin de l'émission, si les enfants vous ont plu, vous téléphonez à ce numéro, le 321 800. Alors voilà, ça existe vraiment, c'est une fois par an pendant quelques jours. À l'époque, il y a déjà eu beaucoup de polémiques, je me rappelle il y a 5 ou 6 ans quand ça a été lancé. Et c'est vrai qu'il y a un côté, venez donc acheter le bel enfant à vendre. Oui, c'est ça, mais c'est un peu le rôle de cette émission en même temps. C'est une vitrine. C'est une émission qui est censée sensibiliser les gens au problème. C'est très choquant, oui. Moi, je trouve choquant, justement, que ça soit uniquement sur des critères d'image esthétique qu'on puisse établir des rapports, des liens durables entre les gens. Alors, pitié pour les moches. Oui. Hein, non, François, parce qu'il y a des milliers d'enfants qui sont adoptés chaque année grâce à cette émission. C'est-à-dire qu'on n'en voit que 10 dans l'émission. Mais ça incite les gens à adopter ces enfants qui ont plus de 5 ans. Généralement, les gens... C'est important parce qu'en Angleterre comme en France, le problème est le même, les petits enfants, il y a trop de parents, et les enfants un peu plus âgés, c'est plus difficile à trouver. Voilà, les gens veulent toujours adopter des bébés, pas des enfants plus âgés. Comment ça se passe lorsque les parents appellent et puis il y a un casting de parents, ça se passe comment? Non, je pense que ça se passe de manière traditionnelle. On leur propose d'autres enfants. En fait, les gens qui appellent, ça veut dire qu'ils ont envie d'adopter des enfants. Après, que ça soit ceux qu'on ait vus dans l'émission ou pas, c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment le problème. C'est une émission qui est très digne,
qui est très belle, que je défends. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on peut polémiquer, ça dure depuis 6 ans. Il y a eu une grosse polémique en Angleterre lorsque ça a commencé. Moi, personnellement, ça me choque. Bon, chacun a un point de vue là-dessus. Moi, ça me choque a priori, et beaucoup de gens d'ailleurs qui l'ont vu en entier étaient choqués a priori, mais pas après l'avoir vu, parce que c'est vraiment digne et c'est pas plus critiquable que le Téléthon ou Drapeau blanc ou des opérations de ce type. Est-ce que des fois les parents sont pas déçus quand on leur offre un enfant qu'ils n'ont pas vu à la télévision, alors qu'ils avaient choisi celui qu'ils voient? C'est un peu la marchandise réclamée. C'est ça, oui. Et puis des fois, il y a des enfants qui sont télégéniques, c'est comme des gens, ils ont l'air très beaux à la télé, puis dans la réalité, ils sont moches. Là, le type, il voit son beau à la télévision. Ça, c'est un boudin et tout. Alors, on pourrait passer l'heure dessus, on n'aura pas vraiment le temps. Chacun peut se faire une idée et puis peut aller voir l'émission. J'espère que ça ne donnera pas d'idée en France. Encore une fois, c'est quand même britannique, c'est l'esprit britannique. Je suis content de vous l'entendre dire. Très bien. Jean Telet, avec vous, on revient en France, enfin, France lointaine, parce que vous allez rarement dans la belle province proche. Moi, je ne veux plus aller à Niort, mais pourtant c'est sympa à Niort, mais j'aime mieux aller loin là en ce moment. Et là, Ah non, il a dit mais j'ai dit que c'était sympa à Niort. Non, tu sais que c'est un métier. Et donc, je suis allé je suis resté en Guyane. Et la dernière émission, je vous ai raconté l'histoire d'un gendarme. Alors là, pour faire le pendant, c'est l'histoire d'un bagnard. En Guyane, donc il en reste 4 bagnards. Il y en a survivants, oui. Voilà, 4 survivants qui sont restés là-bas. Il y en a un à Cayenne et il y en a 3 à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y en a un qui est devenu complètement fou et l'autre qui est grabataire. Et puis il en reste un qui s'appelle Yazec Baron et qui a été au bagne pour pas grand-chose. Et moi, je me suis beaucoup intéressé au bagne, beaucoup intéressé à monsieur Yazec Baron. Et j'ai lu 2 livres. D'habitude, je raconte un livre. Il y a un livre qui s'appelle Le Bagne aux éditions Pélican. C'est super, ça raconte bien. Et puis surtout, il y a Albert Londres. Alors ça, c'est vraiment bien. J'ai découvert ça, j'avais jamais lu ça. L'homme qui s'évada d'Albert Londres, c'est vraiment bien. Et Albert Londres, c'est pas la traduction en français de Jack London. C'est pas le nom du pénitentiaire. Et puis il y a des gens qui croient que c'est Jack London en français. C'est pas la même chose. Et donc, on va voir un sujet sur Yazec Baron qui s'est pris perpète pour pas grand-chose. Il est allé au bagne pour pas grand-chose. Voilà. Donc, un sujet sur Yazec Baron. Ça se passe en Guyane, c'est un type qui est parti au bagne. Pour pas grand-chose. Ce type-là, aujourd'hui, c'est le bibliothécaire de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni et plus personne ne veut qu'il s'approche d'une cuisine. Il s'appelle Yazec Baron et il est très gentil. Vous pouvez vous moquer de lui, vous pouvez tout lui dire, il s'en fout. Vous pouvez tout lui dire, sauf critiquer ses confitures. Un jour, il y a plus de 60 ans, un commandant de la Légion étrangère, lui, s'est permis de les trouver légèrement trop sucrés. Yazec Baron l'a tué d'un coup de baïonnette dans le ventre. Ça lui a coûté 17 ans de bagne au camp de la transportation, mais il ne regrette rien. Ah non, je regrette rien. Pourquoi je regrette? Je regrette rien. Et connais la confiture. Ça sentait le citron et c'était pas trop sucré. Tout petit déjà, Yazec Baron faisait des confitures avec sa mère et il en était très fier. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours la même caractère. À 25 ans, il s'est retrouvé légionnaire et comme il aimait faire les confitures, il est devenu le cuisinier personnel du commandant. Mais le commandant, qui n'aimait pas trop le sucre, s'est permis de critiquer les confitures de Baron devant tout le régiment. Et lui, il me fait honte devant tous les camarades. Alors, je suis venu en colère, j'ai jeté la camelle par terre. Et comme j'avais mon baïonnette, j'étais tout, j'ai sorti, je l'ai piqué. Et là, il était mort. Mais je dis, voilà, j'en ai 26 ans et je vais être fusillé. Finalement, Baron est gracié et il se prend perpète. Arrivé au bagne, comme il aime faire les confitures, on le met aux cuisines du personnel. Mais vu sa réputation, tout le monde ici a bien fait attention d'aimer le sucre. Et donc, pendant 17 ans, tous les gardiens du bagne de Saint-Laurent ont mangé des confitures trop sucrées sans rien dire. Sauf Baron, lui, il n'a plus jamais voulu en manger. Il y en a peut-être 40-50 ans, je n'ai pas mangé la confiture. Maintenant non plus, je ne mange pas. Parce que ça m'appelle des choses. Quand Yazec Baron raconte comment il prépare les citrons de sa confiture, on dirait qu'il décrit un meurtre. Les peaux, je la lève. Et après, je sors des pépins qui est dedans. Et avec un coton, j'enlève tout les chairs qu'il y en a dedans. Je les fais cuire dans une grande casserole. S'il y en a 1 kilo, c'est 1 kilo de sucre. Vous le goûtez. S'il manque un peu de sucre, vous le jetez du sucre. Et voilà, et c'est reparti. Et les confitures de Yazec Baron sont effectivement un peu trop sucrées. Regardez tous ces petits grains qui scintillent. Il met trop de sucre, c'est sûr. Mais qui ira le lui dire? Pas moi, en tout cas.
Alors, je crois pouvoir dire que c'est la seule émission de télé où on passe un sujet de 2 minutes 30 sur les confitures avec un mec qu'on comprend pas vraiment. Hein. Et là, donc, voilà, oui. Et alors, la vraie question, c'est les confitures sont vraiment trop sucrées les ou pas confitures, justement, j'en ai ramené, j'ai fait goûter à mes copains à la maison. D'ailleurs, si on pouvait goûter assez vite, ça serait bien parce que il faut qu'on sache si c'est trop sucré ou pas. Moi, j'ai trouvé un peu trop sucré. Et puis, j'ai un deuxième... Ça, c'est cool. Je fais ça goûter assez vite parce que j'ai un deuxième sujet qui doit passer tout à l'heure et que si je suis trop long là, on ne passera pas. Non, c'est vrai, elles sont trop sucrées. Elles sont trop sucrées. Elles sont sucrées. Il manque la baïonnette et c'est bon. Voilà. Très bien, donc c'est trop sucré. C'est trop sucré. Juste une petite question, genre, simplement. Quel rapport, c'est une émission sur la télévision, quel rapport avec la télévision? Je me suis dit qu'avant, il y avait beaucoup d'émissions sur la cuisine avec Raymond Oliver, vous savez, Catherine, Donne-moi le sel et tout. Donc il n'y a plus que Jacques Martin qui fait ça. Je me suis dit, tiens, je vais reprendre la tradition des émissions culinaires. Bien sorti. Je voulais être absolument dans l'émission, dans le thème de l'émission. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de mon sujet, s'il vous plaît? Alors allons-y. Philippe Lespinasse, donc le frère de lait de Jean Telet, en plus jeune, en beaucoup plus jeune. Philippe est l'anatomie d'un exploit. Alors ça, c'est très intéressant et c'est vraiment... C'est-à-dire que depuis quelques jours, on est habitué à la télévision à voir des gens faire des exploits. Donc traverser l'Atlantique, faire le tour du monde, traverser l'Antarctique même, et puis ce qui n'enlève rien à leur exploit, quoi. Mais la particularité de ça, c'est toujours qu'ils sont extrêmement médiatisés. Alors moi j'imagine un type qui aurait regardé la télévision à ce moment-là et qui aurait voulu faire pareil d'une certaine manière. Et qui est ni sportif, voilà, qui est ni pas sportif, qui est pas très beau. En plus, bon, le comédien est là, il est pas très beau, il a pas beaucoup de moyens, etc. Mais il a tout pigé. Donc le type, il va traverser un chenal, mais avec les sponsors, avec le matériel sophistiqué, avec un tournage en hélicoptère, une séquence de nuit et un reportage qui ramène à la fin. Voilà, c'est une traversée minimum, très mais minimum, avec tout ce qu'il faut. Voilà. Très minimum. Bon, on va voir ça. Allez. Et tout faux, hein. Tout faux. C'est parti. Jean-Pierre s'est lancé un nouveau défi. Il s'apprête à traverser le chenal de Honfleur d'une largeur de 300 mètres en moins de 2h30 sans escale. En professionnel, il a su attirer les sponsors et embarque à bord les équipements de navigation les plus perfectionnés. Je dois pouvoir calculer absolument tous mes temps normalement grâce à un ordinateur de bord qui m'a été prêté par le garage Total et qui va me permettre de calculer absolument tous mes paramètres. Voilà, c'est le départ. Pour que son exploit soit partagé, Jean-Pierre a équipé son bateau d'un matériel de prise de vue qui nous permettra de suivre et de participer minute par minute à sa performance. Repéré à mi-parcours, il nous confie cependant un coup de fatigue. Je vous aperçois, je vois l'avion pilote. C'est d'ailleurs très sympa, ça donne un peu de chaleur parce que ici il fait un peu froid, mais ça va, j'ai bon moral. Et c'est la nuit tant redoutée. C'est là que la préparation et le matériel font la différence. Dans le bateau, ça va, ça fait 1 an que je l'ai acheté et je l'ai entièrement aménagé pour le pari. Tout à l'heure, pour m'alléger, j'étais obligé de jeter les 10 paires de pagaies que j'avais emmenées en réserve. Alors faut pas que je déconne avec les deux pagaies qui me restent. Bloqué par la marée, il n'arrivera qu'au petit matin, fourbu et affamé mais victorieux. Tous ses amis sont venus pour l'accueillir. Ouais! Je l'ai fait, dis donc. Ah! Oh! Salut les mecs! De son aventure au bout de l'effort, Jean-Pierre nous rapporte un document exceptionnel, le témoignage de son courage et de sa performance solitaire. Là, c'est le départ. Là, je viens juste de vous quitter. C'est un bon départ. Je suis vraiment en forme, là. Je suis en plein effort. J'ai un petit problème, puisqu'il y a Madame de Nache qui a cassé. Mais j'ai pas de fatigue, ça va vraiment bien. Là, je mange un gâteau. Là, j'ai une faiblesse, alors je mange un gâteau. Ça y est, c'est la vase qui arrive. Je suis très inquiet, là. Je me demande si je dois pas... Ouais, c'est ça, je vais passer la nuit, là. Le fait, j'ai passé la nuit, d'ailleurs. On l'a fait! Mission accomplie, Jean-Pierre. Ouais. Tu peux enfin laisser exploser ta joie parmi les tiens. À Honfleur, la nuit va être longue et chaude. Champagne pour le héros. Allez! Le défi tenu! Alors, il faut bien dire que toute ressemblance, etc., oui, c'est purement fortuite. Absolument. Ouais, non, mais ce qui m'a fait penser à ce sujet, c'est un petit peu l'arrivée du Globe Challenge, où Loïc Perron est arrivé 2e, mais il a tellement bien su utiliser les médias qu'on a cru quasiment qu'il était arrivé 1er. C'est un petit peu étonnant, ça. L'autre, c'est l'Amazon. Alors que c'était l'Amazon, il faut quand même dire que c'est l'Amazon qui est arrivé 1er. Oui, puis à l'inverse, dans la même course, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de tout ça, qui n'a pas eu de sponsor, qui est parti avec son petit bateau, auquel personne ne croyait,
Donc il n'y a personne qui a misé sur lui, il est arrivé 3e. Il s'appelle Jean-Luc Vandenberg. Voilà, c'est ça. Il faut dire aussi que Yves Hirschfeld, qui est le marin, ne connaît rien à la rame. Et au début, il parle de Dame de nage, il parlait de Dame Jeanne, je crois. Au tout début, il les connaît vraiment rien. Il est là d'ailleurs, il est très nul. Il est là. Et en plus, c'est l'un des gondolos, c'est l'un de ceux qui fabriquent ces petites bêtises que, ouais. Oui, et en fait, la moindre de l'histoire, c'est que si on n'a pas d'image, on n'a pas de reportage, quoi. On n'a pas de reportage, bien sûr. Mais si on n'a pas d'exploit. Si on n'a pas d'image, en fait, ça s'est pas passé, quoi. Et je vais vous raconter une anecdote qu'on m'a racontée. C'est un type d'Antenne 2 qui travaillait en Antenne 2 à Lyon, qui m'a raconté qu'il avait été caméraman sur une expédition, qui avait trouvé plein de sponsors. C'est pas comme votre bonhomme, là, qui avait à peine quelques autocollants. Donc ils avaient plein d'argent. Ils sont partis sur le lac Titicaca faire de la planche à voile. C'est ça leur projet. Ils avaient trouvé plein d'argent. Et il se trouve que le caméraman a été obligé de leur demander de faire leur exploit, donc de faire de la planche à voile. Ils ne voulaient plus rien faire, ils avaient le fric, ils étaient au Pérou, ils étaient tranquilles. Et ce reportage-là est passé en 3 volets dans une émission d'aventure sur une chaîne concurrente qu'on ne citera pas. Ouais, parce qu'il fait le plaisir dans l'affaire, c'est quand vous vous tournez, mon cher Pierre, vers Philippe, lui dites, vous savez, votre truc et tout, alors vous savez que vous habitez ensemble, j'ai quasiment le même lit et tout, ça fait un effet formidable pour qu'il vous connaisse un peu. Ah bah c'est pas grave, tout de suite, 2 doigts d'info avec l'hommage des gondolos au monde du show business. Musique! Johnny Clegg, le Zoulou blanc, vient de remporter un triomphe au Zénith. Lambada. Après l'Europe et les États-Unis, les pays de l'Est succombent à leur tour au charme de cette théorique mélopée. Enfin, les fossoyeurs du top 50 ont encore frappé. Et après avoir volé la voix de Clo-Clo pour la mixer sur un nouvel enregistrement de Supermarché, ils nous préparent un nouveau clip dont 2 doigts d'info vous offrent l'avant-première. Alors ça a l'air excessif, mais c'est dans la logique des choses quand même, c'est la logique à propos du de Claude showbiz. François, quand il est mort, je ne sais pas quelle date, Bertrand. 11 mars 78. Voilà, 11 mars 78. En tout cas, c'était un week-end, il y avait des élections. Oui, élections législatives. Voilà, et le lundi, Libération, à l'époque avait des titres spéciaux comme ça, et avait titré Claude François, : à volter. Ah, une horreur, ah ouais. C'est super. C'est bien. Voilà. Maintenant, on le retrouve en Megamix. Alors, oui, vas-y. Vous vous souvenez, l'autre jour à Sacrée Soirée, il y avait justement son fils, c'était très intéressant. Claude François qui a complètement craché dans la soupe, si on peut dire, en disant oui, c'est honteux, c'est Megamix, c'est abominable, ceux qui font ça, c'est une horreur. Une mauvaise surprise pour l'animateur, quoi. Oui, une très mauvaise surprise. Pas pour l'animateur, Foucault était parfait, il a gardé son sourire sucré, il a fait comme si de rien n'était, on est passé à autre chose. Mais les fameux fossoyeurs du top 50... C'est ce qu'on fait tout au long de cette émission, on garde notre sourire sucré, surtout par les confitures de Jean. Absolument. Et nous passons directement à vous, mon cher Pierre, avec les coulisses de ton actualité. De mon actualité? Oui, enfin de l'actualité tout court. De l'actualité. Oui, alors moi cette semaine j'ai suivi la mort d'Alice Sapritch. Enfin disons, Alice Sapritch est morte. Sans parler, oui. Et donc c'est devenu un événement. Donc j'ai suivi la mort d'Alice Sapritch. Elle était morte et vous y êtes allé en quelque sorte. Voilà. Donc je traînais dans les locaux d'Antenne 2 au moment où la dépêche est tombée. Et puis je suis parti tout de suite. Enfin, 1 heure après, j'étais à son domicile. Déjà, il y avait déjà pas mal de journalistes qui étaient arrivés, des équipes de télévision, tout ça. Et donc, c'est une espèce de genre, en fait, la mort d'une personnalité. De la manière qu'il y a un genre, je sais pas moi, sorti du Conseil des ministres, il y a un genre sorti palais de justice, comme ça. Ouais. C'est une figure imposée au journalisme. Les gens sont morts, ils ont plus rien à raconter, ils sont morts. Mais on va quand même les voir chez eux, à leur domicile. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on fait parler les autres. Et on fait parler les autres. Et voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Et puis, puis on verra après. Je on va en parler éventuellement. Donc ça se passe en milieu journalistique. Oui, voilà. Pour comprendre ce qui va se passer. Devant chez Madame Sapritch. La fille de dos dans la pénombre, voilà, elle. Je vous comprends, madame. Vous êtes la nièce de Madame Sapritch? D'accord. Et écoutez, je sais pas, réfléchissez. Peut-être que vous aurez envie de nous dire quelque chose et on s'en ira. C'est une journaliste de presse écrite. Elle dit qu'elle attend le médecin et qu'elle en a marre de nous voir, quoi. Voilà, lui, c'est le journaliste à qui l'on vient de dire qu'elle en a marre de nous voir. Quelques minutes plus tard, donc, ses confrères ici qui guettent la sortie de la famille. Notre ami va être déçu parce qu'on ne fait pas d'entrée en force. Enfin, pas pour le moment. Bon, messieurs, dames. On peut avoir une déclaration. Non. On va vous demander de dégager pas de chance. s'il vous plaît. Voilà, lui, c'est la première personnalité à sortir du domicile de l'actrice. Il faut à tout prix lui extorquer une réaction. Et c'est le journaliste d'Antenne 2 en blouson noir qui se montre le plus tenace. La réaction, on l'a tous de la peine et voilà.
Ça, ce n'est pas très correct de sa part, il n'a pas joué le jeu. On va donc tenter une deuxième prise, qu'il dise avec un peu plus de conviction, on a tous de la peine et voilà. Tous de la peine et voilà. Non, pas comme ça. Il ne reste plus à présent aux journalistes qu'à se rabattre sur les badauds. Ceux-ci se montreront peut-être plus coopératifs. C'est tous les gens à qui on dit qu'elle est morte sont très peinés. Ils sont peinés. J'ai répondu que j'aimais bien Alice Sapritch. Bien sûr. On va pas dire le sens contraire. Hein. Qu'est-ce qui reste maintenant de cette génération-là? Elle a compris ce qu'il fallait dire pour attirer l'attention de la caméra. Plus personne maintenant, c'est une génération qui disparaît. La voici à présent sollicitée par la 5, et c'est au tour de la 1 de l'interroger. Elle connaît à présent son texte sur le bout des doigts. Toute une génération qui disparaît, maintenant il n'y a plus personne de cette génération-là. Voilà. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour lui rendre un dernier hommage. Et puis voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un côté, on fait un peu l'intéressant, on parle, et c'est vrai que c'est cette femme qui est charmante, elle refait le même numéro devant toutes les télévisions. Absolument, elle l'a fait devant toutes les télévisions, elle a dit la même chose, avec la même conviction apparemment. Et donc les gens ont enregistré ça, c'est passé sur toutes les télévisions. Et ça rappelle un peu la télé-miroir tout à l'heure de Leslie, en fait, parce qu'on se retrouve face à cette image qui est la sienne. Mais il s'est passé quelque chose d'un peu scandaleux ces derniers temps. Mireille Dumas, qui avait fait un sujet qui n'avait rien à voir avec ça, puisque c'était pas de la télé-trottoir et des avis comme ça après la mort de quelqu'un, c'était une émission, une belle émission sur Alice Sapritch, qui a été faite il y a quelque temps. Et ça fait 4 mois que cette émission d'Alice Sapritch traînait sur des bureaux, que personne ne répondait au téléphone poliment, que cette émission ne passait pas. Et puis Mireille Dumas a dit Alice Sapritch aimerait bien voir cette émission. Et puis ça traînait, ça traînait, ça traînait. Et le soir de sa mort, ils ont diffusé l'émission à 23h30 et personne ne l'a vue. Ouais, pour une fille qui avait fait un beau travail, c'est pas se tenir très poliment. Ouais, pas forcément d'arrière-pensée, mais ça tombait bien. C'est ça qu'on peut dire. C'est Alice Sapritch qui avait une belle définition de la télé. Elle disait surtout côté production, elle disait que c'était difficile de convaincre des directeurs de chaîne d'adapter des feuilletons, des histoires. Elle disait la télé c'est comme les hauts fourneaux, il faut le temps que ça s'allume et le temps que ça s'éteigne. Je trouve que c'est une belle définition. Voilà, alors là on va laisser s'éteindre le bruit là-haut parce que les gens sont très très bruyants à l'étage supérieur. Et puis on va tout de suite partir sur Le Prisonnier. Le Prisonnier qui est une série qui marche très fort en ce moment. Oui, ça marche très fort, contrairement à sa date de création. C'est né en 68 par là, Le Prisonnier en Angleterre. Et donc c'est une histoire d'espionnage. C'est un ex-agent secret qui décide de démissionner. Et puis on veut l'en empêcher. Il se retrouve le lendemain dans une sorte de village de retraités d'agents secrets, quoi. Puis il veut s'en sortir, il n'y arrive pas. Et ce feuilleton n'a pas du tout marché, ça a été un bide total en Angleterre. Et petit à petit, on le voit réapparaître. Depuis 6 mois, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et donc il y a un fan club, il y a plein de choses qui se sont passées autour. Et un peu à l'origine de ça, il y a Hélène Oswald, qui est une éditrice de science-fiction et qui a découvert ce feuilleton à la télé il y a 2 ans, 88. Elle a eu un flash complet. Et elle a contacté plein de gens. Elle a dit, je veux faire un bouquin un peu particulier. Et pour elle, ça a été le démarrage d'une grande histoire. Et on est allé rencontrer avec Alex Gorski, qui est aussi un fanat du Prisonnier, et Christian Oussepian. On est allé rencontrer 3 personnes, donc elle... Qui vivent du Prisonnier aujourd'hui. Qui vivent du Prisonnier, qui en font un commerce, et tous les 3 de façon un peu différente. Voilà, Le Prisonnier, pour ceux qui ne l'auraient pas vu il y a 20 ans. Cette semaine, à la Chambre des communes, que voilà. Au centre des débats, une table installée dans le hall. Voici le plus grand numéro qu'une série puisse vous faire. 22 ans après, Le Prisonnier déchaîne encore les passions. Il y a même des gens, vous allez voir, qui n'en sont toujours pas remis. Il y a eu ma vie avant Le Prisonnier et ma vie après. Après, je n'ai jamais vu les choses de la même façon. C'est autant une histoire d'espionnage qu'un bouquet de tournesol et de peint par Van Gogh est un bouquet de fleurs, quoi. Et c'est exprès que je fais cette comparaison. Le Prisonnier est vraiment une œuvre d'art. Ça, c'est une chose dont je suis sûre à 100%. Et voici la version moins bucolique d'un petit filou qui a trouvé le filon pour rouler luxueusement des mécaniques. De cette année, Patrick McGowan avec le constructeur Caterham ont décidé de refaire la même voiture qu'à l'époque dans l'épisode du Prisonnier. Et ils ont même poussé à l'extrême de remettre le Grand-Bi sur le volant. Et Patrick McGowan signe de sa main cette série limitée qui sera importée en France également. La rediffusion de cet épisode du Prisonnier sur M6, il est certain que ça va nous faire augmenter les ventes. Je vais la vendre 240 000 balles. La nouvelle génération est pas en reste. Fasciné par le héros rebelle, Cyril a dédié son bar au Prisonnier en saisissant la mode au bon. Sa grande évasion à lui, le cocktail Passion Business. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ici? Parce que ça correspond à une clientèle qui vient ici. De gens qui ont regardé, qui ont pu visionner le Prisonnier chez eux.
et qui se sont aperçus que bon, dans ce film, c'est pas juste une histoire d'espionnage, c'est qu'il y a toute une critique d'un système dans lequel on vit mais qu'on ne peut pas vraiment refuser. Actuellement, le prisonnier, c'est très à la mode. C'est à la mode de s'habiller comme le prisonnier quand vous allez dans des soirées. Avec mon épouse, on fait tous les jours I am not number, I am a free man. Il n'y a pas de problème, tous les matins, 10 fois. Et voilà, et on part d'attaque pour la journée. Alors, il répète tous les matins, mais apparemment, il n'a pas de mémoire, comme ce jeune homme. Oui, oui, il a un petit problème, mais c'est pas grave. Et cette éditrice, quand elle dit « Ma vie a vraiment été changée par le prisonnier », elle pousse pas un peu? Non, elle pousse pas, non. Elle a vraiment regardé la télé autrement, d'une part. Et elle dit, c'est pour ça qu'elle a fait ce bouquin d'art, avec Alain Carazé. Elle dit, moi, en fait, je veux faire découvrir à tous les gens qui sont passés à côté de ce feuilleton, comme moi, pendant 20 ans. C'est une œuvre d'art, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est formidable, il faut le dire. Ah oui, super. Je trouve ça quand même étonnant, la passion qu'il y a autour du prisonnier. Ouais. Quand j'étais gamin, je regardais le prisonnier, je trouvais ça complètement chiant. Les vidéos 3 ans. Et maintenant, ça repasse sur M6, et ben je trouve toujours ça chiant. Ouais. Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous, je trouve ça vraiment très très intéressant et vraiment très bien fait. C'est intéressant comme débat. C'est pas tout à fait intéressant. Voilà, alors justement, on retourne vers l'Angleterre, d'où vient le prisonnier, puisqu'il y a le village du prisonnier qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Oui, que beaucoup de gens vont visiter d'ailleurs, puisqu'on a un assistant réalisateur, je crois, qui y va tous les ans. On a conservé. Oui, mais je ne parle pas de ça, je vous parle de politique. Bernard, la Maison des communes, c'est-à-dire le Parlement britannique, c'est le lieu où se discutent vraiment tous les grands débats importants en Grande-Bretagne. C'est la Chambre des députés. Hein. Voilà. Et depuis quelques mois seulement, les caméras y sont autorisées. C'est-à-dire que ces débats sont retransmis à la télévision. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est une séquence où l'on voit que les députés britanniques ne parlent pas forcément de choses tout à fait sérieuses. Et là aussi, c'est typiquement britannique. Ce jeune homme présente les grands moments des débats qui se sont déroulés cette semaine à la Chambre des communes que voilà. Au centre des débats, une table installée dans le hall. Ce député travailliste propose de la remplacer par une table de ping-pong. Le président de la Chambre n'est pas du tout d'accord. Il affirme qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le hall pour une table de ping-pong. Le débat va alors s'envenimer, tout ça pour une table, comme quoi les députés britanniques ont aussi leurs petits problèmes. Alors c'est tout à fait vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. Ah oui, tout à fait, oui, c'est la vérité. Et c'est même allé tout à fait au-delà, puisque il y a un député qui a proposé de transformer la House of Lords, c'est-à-dire l'autre chambre du Parlement britannique, en un vaste terrain de jeux et de loisirs pour les députés. Ils en ont parlé pendant des heures. Et ça, c'est un extrait d'une émission qui s'appelle A Week in Politics, qui est une sorte de 7 sur 7, mais qui serait uniquement consacré au débat du Parlement, et les Anglais en raffolent. Un espèce de mercredi tel qu'il ressemble chez nous, où on voit les questions orales, mais fait pour la télévision. Voilà, et diffusé le soir, qui est une émission qui marche très bien. Très bien. Alors vous vous souvenez certainement de Georges Minangua, c'est lui qui, il y a environ un mois, avait fait ici une espèce de copie souriante, moqueuse, délabrée de Ushuaïa, de Chou Ushuaïa, de ce que faisait Nicolas Hulot, une espèce de la manière de. Alors ça a très bien marché, on a eu énormément de courriers, on lui a demandé de récidiver cette semaine, mais en changeant de genre, en changeant de forme, en changeant, j'ai envie de dire, de victime. Et là, il s'est intéressé à Frédéric Mitterrand. Alors, vous savez que Mitterrand, Frédéric raconte les grands destins des gens de ce monde. Et pour pousser l'exercice, pour Minangua, il fallait trouver un personnage qui soit à la fois connu dans l'actualité, mais pas vraiment encore un personnage vraiment historique, qui ne soit pas encore dans l'histoire de France. Alors on a choisi tout simplement un homme politique qui est Jacques Toubon. Mais regardez bien, fait à la manière de Frédéric Mitterrand, par Georges Minangua, eh bien ça fonctionne complètement. Imaginez que vous êtes à 23h et que vous regardez une émission qui pourrait s'appeler Étoile ou quelque chose de semblable. L'histoire a ses raisons que la raison ignore, et certains traversent leur temps avec cette éternelle malchance, comme si une mauvaise fée s'était penchée sur leur berceau pour leur subtiliser un avenir pourtant prometteur. En ce 29 juin 1941, c'est la joie chez les Toubons. L'armée allemande déferle sur l'Europe et la naissance de Jacques est comme une lueur d'espoir surgie des ténèbres lugubres de la barbarie nationale socialiste. 22 ans ont passé. Kennedy est mort, trop jeune, trop vite, mais surtout trop sale. Jacques est maintenant à Paris et le jeune énarque de la promotion Stendhal s'étourdit corps et âme à cette tâche ingrate qu'est le service de la nation.
Mais en filigrane se profile déjà l'ombre fascinante de celui que l'on appelle désormais le général. 1981, la vague rose emporte ses certitudes et Jacques sait trop combien il faut plus de courage pour perdre sa couronne que pour la conquérir. 1984, Orwell avait prédit un monde totalitaire et comme en négatif, les soldats de l'école libre firent rempart à l'intransigeance laïque. Ce 11 novembre de la même année, l'histoire a de ces ruses qui sont plus que des hasards. Jacques sera élu secrétaire général du Rassemblement pour la République. 1986, les âmes ardentes du peuple français oublient enfin ce qui les sépare pour ne retenir que ce qui les rassemble. Hélas, le mariage de raison n'aura qu'un temps et Chirac comprend trop tard que c'est un cadeau empoisonné qu'il avait pris pour dot. Alain a sa confiance et Jacques sait qu'il faut laisser la place. À quoi bon dire la vérité quand nul ne veut l'entendre? À quoi bon tendre la main quand nul ne veut la prendre? Déjà, les amis d'hier détournent leur regard et son sourire de clown triste nourrit sa solitude. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà donc à la manière de Frédéric Mitterrand, moi je trouve ça vraiment magnifiquement fait. On comprend à quel point le style de quelqu'un peut totalement dépasser la personnalité de l'auteur. Là, il a tout compris. Surtout, l'intérêt aussi, c'est de voir que Frédéric Mitterrand, puisque, bon, il faut le citer, hein, celui qui fait ces choses-là. On l'a cité, ouais. On l'a cité, vous l'avez cité. Bon. Et l'intérêt, c'est qu'il peut absolument magnifier n'importe qui avec son système. Il est très lyrique. Ouais. Et à la limite, on pourrait très bien voir Jacques Toubon un jour dans les émissions de Frédéric Mitterrand. Non, mais il a surtout beaucoup de talent et la manière de faire, de raconter. Oui, pas Jacques Toubon. Tout à fait. Non, je parle de Frédéric Mitterrand, éventuellement. À la fois magnifié et aussi, c'est vrai que, je sais pas, alors on prend la vie de Chaplin, il y a quand même plus triste que Chaplin. Bon, même s'il fallait couper un peu au montage aussi vers la fin, quand il était tout vieux sur son fauteuil roulant. Mais c'est vrai que tout devient sinistre aussi un peu quand même, avec toutes les vies ont l'air à la fois difficiles et atroces. Mais dans le côté Frédéric Mitterrand, dans le côté rassurant de la télé des fois, c'est que Frédéric Mitterrand, il avait tout pour pas marcher. Il a un physique bizarre, une voix bizarre, une façon de parler bizarre. T'as copain à vous Non, mais je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il avait rien pour plaire au grand public. Sauf le talent. Sauf le talent, évidemment, mais c'est bien que ça marche et qu'il y ait des contre-exemples comme Frédéric Mitterrand. On va vers la cassette de ce que vous venez de dire, il sera très content. Voilà. Alors, retour vers la Grande-Bretagne avec un document. Oui, Bernard, après Frédéric Mitterrand, une autre grande star du petit écran, c'est Antoine Decaune. Eh bien, Antoine Decaune, il s'exporte puisque son émission Rapido qui est une émission consacrée au rock, passe depuis quelques mois déjà en Grande-Bretagne. Vous allez voir qu'il s'est beaucoup entraîné et que vous allez peut-être avoir du mal à comprendre ce qu'il dit en anglais. Oui, parce qu'il a l'accent qu'il faut. Hello and welcome to Rapido, the show that each week makes us pause and ask the question, why is there a funny Frenchman mispronouncing the English language on my television? One day I'll tell you the answer to that question and I promise you'll laugh a lot. This week, we are proud to present stories on the New Kids on the Block, Camper van Beethoven, Gage Patty, the London Jazz Scene, the Four of Us, and last but not least, the Who. Voilà. Alors il a aussi tous les culots et c'est vrai qu'il y a une manière de faire qui est formée. Et puis il a compris tout ce qu'aiment les Anglais dans le genre français. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en quelques mois, il est vraiment devenu là-bas une star et que son émission, donc Rapido, marche mieux en Grande-Bretagne qu'en France. Elle est mieux programmée d'ailleurs, elle passe le dimanche à 19h. C'est une belle heure. Et c'est vraiment une émission qui marche à tout casser. Et on parle, alors c'est une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, d'après Jean, il déteste l'Allemagne, mais on parle d'une version allemande de Rapido. Alors dès que ça sortira, évidemment, on lui posera la question, ce sera beaucoup plus simple. Jean, on file parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand même un coup de chapeau à monsieur qui vient de mourir, qui est un très grand Gaule. Yashin, le plus grand Gaule de tous les temps, un Gaule russe qu'on surnommait l'araignée, qui a inventé un tas de choses dans le métier de Gaule. Mais c'est pas de lui qu'on va parler. Non, mais voilà, bon. J'avais préparé plein de phrases. Et ben on va parler donc carrément autre chose, d'un Gaule qui vit en Guyane et qui a fait un truc extraordinaire. Parce que quand même, Yashin, il disait que le Gaule, c'était le 11e joueur et c'était le premier à l'attaque. Le premier qui
qui allait vers l'adversaire. Et là, on va voir un reportage sur un goal qui a fait beaucoup plus que ça. Et ce goal-là, c'est au championnat de Guyane qu'il a fait ça. Il n'est pas professionnel, il est employé à Kourou. Et le caméraman qui l'a filmé n'est pas complètement professionnel non plus, parce qu'il est aussi instituteur. Donc deux amateurs ont fait un truc incroyable et unique au monde. Une remontée de terrain et un bon coup de caméra. Allez. Alors là, regardez, c'est Laurent Mandé, le gardien de but du Sporting Club de Kourou. Au lieu de passer la balle à ses partenaires, regardez, il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, puis 4 joueurs et puis enfin 5 joueurs. Et arrivé à 30 mètres des buts, qu'est-ce qu'il fait? Il colle une patate d'enfer et il marque. Quant à lui, c'est Patrick Nègre, le caméraman, il se souvient. Je l'ai vu remonter et c'est au moment où il a passé vraiment la ligne médiane que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Personnellement, lorsque j'ai tourné cette action, je ne pensais pas que ça aurait été le but de ma vie. Et ce coup-là, j'ai pas raté, parce qu'il m'est arrivé de rater des buts. Et si vous l'aviez raté, ce but, vous vous en seriez voulu, non? Effectivement, je m'en serais voulu longtemps, ça c'est vrai. Et vous, le gardien, ils ont dû être contents, vos collègues? Disons oui. Alors, c'était il y a combien de temps? Ça, c'est pas tout neuf, C'était l'année dernière, et c'est un caméraman de RFO qui a fait ça. Et il a fait le plan de sa vie. Voilà, il a fait le plan de sa vie. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que c'est lui qui a mis le but. Il dit, je n'ai pas raté le but et tout. Et très belle image qui a fait le tour du monde et qu'on trouve dans MyTélé, c'est bien normal. Alors, Bertrand Renard, il y a un jeu entre nous depuis maintenant des mois. C'est que vous, je vous demande de ne plus regarder la télévision. Vous êtes privé de télé. Là, une dizaine de jours. Là, j'avais une bonne raison. Vous vous en sortez, ouais. Et vous faites autre chose. Alors, chaque semaine, vous dites ce que vous avez fait à la place. Bah, j'avais une bonne raison, j'avais le salon du livre. Donc, j'ai essayé de lire 156 livres. Enfin, j'ai commencé en tout cas, grâce à ce petit livre qui s'appelle La première phrase. C'est au dernier Terrain Vague, c'est assez étonnant. C'est tout simplement 156 phrases que l'on connaît, les premières phrases d'un certain nombre de romans connus ou moins connus. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que la première phrase d'un livre, c'est comme quand on entre dans un beau palais, et on s'arrête à l'antichambre, et à l'antichambre, on juge si c'est moderne, si c'est ancien, si c'est luxueux, si c'est peut-être pas conforme à ce qu'on en attendait. On les retient, ces phrases, vous les avez retenues, elles nous il y en a un certain nombre. Alors, il y a évidemment les livres célèbres et les phrases célèbres des livres célèbres. Par exemple, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Proust. La recherche du temps perdu, bien entendu. Il y a aussi au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça c'est facile. C'est probablement la Bible, exactement. Il y a Merdre. Ça fait scandale. C'est le Père Ubu, effectivement. C'est la première réplique du Père Ubu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a celle-là qui est un peu plus compliquée. Oui, c'est celle-là. Je ne me souviens plus. Oui, je vais passer à la suivante, ouais. Ça a débuté comme ça, tout simplement. Ça paraît simple. C'est pourtant le voyage au bout de la nuit. Le voyage au bout de la nuit de Céline. Il y en a combien comme ça dans le livre? Il y en a 156. Ouais. Il y a les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Ça, c'est pas connu, c'est Anna Karénine tout de même. Ouais. Et la plus longue que vous ayez retenue, parce que vous avez une mémoire en principe? Vous voulez la plus longue. Alors là, attendez, je vais prendre mon souffle, parce que c'est pas évident. Il me tendit la lettre, il leva les yeux, me regarda, puis de nouveau la lettre, puis de nouveau moi. Et moi, si on pouvait se taire là-haut, et moi, je pouvais voir derrière lui les taches rouges, jaunes, acajou, ocre, des chevaux que l'on menait à l'abreuvoir. La boue était si profonde qu'on s'était enfoncé jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux mollets? Jusqu'aux chevilles. Non, jusqu'aux chevilles. La boue était si profonde que l'on s'était enfoncé jusqu'aux chevilles. Mais je me rappelle que pendant la nuit, il avait brusquement gelé. Point. Voilà. Je dis ça à cause de l'audimat. C'est la très tard. Il y a vraiment. Simplement, une petite phrase qui nous va justement très bien à l'audimat. Oui. C'est celle-ci. Tout est écrit et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Ah oui, c'est très très beau. Voilà, c'est les caractères de la bruyère, c'était il y a 300 ans tout de même. Très bien. Tout compris. C'est bien. 0.2 Bernard. Voilà, un autre genre maintenant, la science, un coup de l'actualité médicale avec un coup d'œil des gondolos sur la guerre des cerveaux aujourd'hui à travers le terrible fléau du sida. Rien à voir avec. Guerre des cerveaux. Le professeur américain Robert Gallo et le professeur français Luc Montagnier se disputent toujours la paternité de la découverte du virus du sida. Cette dispute reste toutefois très bon enfant et les deux savants, rappelons-le, n'ont pour seul objectif que de faire avancer la science.
Voilà, les gondolos qui ne respectent rien, même pas la science. Et maintenant, on va parler de la publicité avec François Bernheim. Publicité au pied de la lettre, donc ce qu'il faut comprendre véritablement. On va parler des couches-culottes. On va parler des couches-culottes. Aujourd'hui, au hit parade du matraquage publicitaire, les couches-culottes sont en train de détrôner la lessive, avec des arguments prouvant une maîtrise technologique absolument formidable, digne de la Formule 1. Alors nous, avec Jean-Louis Tacon, on a trouvé ça tellement intéressant, tellement formidable, qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas un petit hiatus entre le discours de la publicité et la réalité. Alors, on a été voir des jeunes gens qui ne sont pas encore pères, des candides, et on leur a demandé d'essayer des couches-culottes à des bébés qu'on leur a obligeamment traités. Et on a comparé les deux discours. Et ça ne marche pas tout à fait pareil. C'est pas exactement la même chose, vous verrez. Le premier service que j'attends d'une couche-culotte, c'est la facilité d'utilisation. J'attends à ce que les couches-culottes apportent beaucoup d'étanchéité, un maximum d'absorption. Qu'on puisse la mettre et qu'on puisse l'enlever le plus facilement possible. Et voici la toute nouvelle couche qui enthousiasme les mamans. Génial, super, parfait. Alors, elle est formidable cette couche. Attendez, vous n'avez pas tout vu, les adhésifs sont réajustables. Ça n'a pas l'air super pratique. On est obligé de la déchirer pour l'enlever. Incroyable. Et avec tes adhésifs, j'ai pu vérifier sans déchirer la couche. Voilà. Seule couche qui a une ceinture bleue anti-fuite à la taille. Et sa peau est douce comme quand elle reste à l'air. C'est la seule couche qui a des alvéoles sur les côtés pour que la peau de bébé respire mieux. Alors effectivement, ce qui est indéniable, c'est que la partie, enfin sur son dos, il y a un énorme espace. Je peux passer 2 doigts dedans, sans aucun problème. Elle a des élastiques. Je sais même pas si elle a des élastiques, celle-là. En tout cas, mal protégée dans sa cuisse. Celle-là colle pas, quoi. Ça va fuir, c'est sûr. Alors, cette toute nouvelle couche qui protège si bien bébé? J'aimerais bien savoir. Je veux savoir ce que c'est. Vous avez deviné? Elles se ressemblent toutes, quand même. Les différences n'ont pas l'air... Enfin, je vois pas vraiment de différence... Champion l'anti-fuite. Ça me donne envie d'avoir des bébés, mais pas de les changer. Voilà, comme quoi ça n'est pas toujours aussi facile que ce qu'on dit. Hein. Mais ce qui est formidable, je trouve aussi, Bernard, c'est que les couches-culottes sont un des derniers endroits où l'on parle de libération. Pas celle des peuples, mais celle des cuisses de bébé. Dans la publicité? Dans la publicité, bien entendu. Alors, pour conclure, vous savez que chaque semaine, vous nous envoyez des films, on reçoit des choses très très intéressantes. On va vous montrer un film qu'on a sélectionné, et on le doit à Ludovic Pinet, dit Ludo. Il a 24 ans, il est comédien, et il se spécialise dans les short vidéos, c'est-à-dire dans des séquences très courtes de vidéos. Et on va en parler après, mais regardez, il est le héros de ces séquences, et il fait vraiment des trucs incroyables. Regardez, il est là, oui, bravo, très bien. Vous pouvez enlever.
Voilà, alors Ludovic Pinette qui est derrière a plein d'idées comme ça. Il fait plein de petits short vidéos comme ça. Et puis il prépare un spectacle qu'il présentera, je vous signale, si vous êtes lyonnais, le 23 avril à l'espace Gerson à Lyon. Je dis ça parce que c'est gratuit, vous pouvez y aller, ça coûte rien. Puis je pense qu'il nous a envoyé d'autres choses dans le même genre, d'une histoire de verre comme ça, incroyable. Voilà, merci à tous, c'est fini, on rend très vite l'antenne, on est en retard. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission avec tout le monde. Merci, bonsoir.